Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Guillaume Lamiro, je suis cardiologue au CHU de Nantes et responsable de la clinique d'hypertension. Et donc, je souhaitais vous présenter ce papier publié vraiment très récemment par les sociétés d'hypertension britanniques et irlandaises sur le diagnostic et le management de l'hyperaldotéronisme primaire chez l'hypertendu. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est pas encore un énième position paper? Voilà, réponse avec ce que j'ai trouvé dedans. Je suis pas endocrinologue, je suis pas spécialiste de l'hypertension. Je fais peut-être ma vision de cardiologue qui va se voir, mais je trouve qu'il y a une approche pragmatique qui est intéressante. Quelques rappels, mais bref, hein, c'est bien sûr l'hyperaldotéronisme primaire, c'est rappelé dans l'introduction, une cause d'hypertension résistante, une forme d'hypertension potentiellement traitable, euh, un facteur de risque indépendant, et on voit bien hein, que nos patients, quand on a hyperaldotéronisme primaire, ils ont un risque cardiovasculaire d'événement qui est très augmenté, ça a déjà été publié largement. Et puis, il faut y penser parce que c'est probablement plus fréquent qu'on ne le pense, peut-être 6% dans la population générale, et puis quelques études qui suggèrent, alors peut-être biaisées, hein, mais que dans des populations particulières, hypertendus résistants ou hypertendus plus hypocalémie, c'est peut-être presque 10% ou plus. Et puis, en contrepartie, c'est pas facile à diagnostiquer. Hypocalémie qui nous aide à nous orienter est inconstante. Il n'y a pas vraiment de symptômes cliniques spécifiques. Et puis l'imagerie surrénalienne, est souvent peut-être prise en défaut, soit la surrénale est morphologiquement normale avec un hyperaldotéronisme, soit au contraire, on a des incidentalomes chez les patients de plus de 35-40 ans qui peuvent nous embrouiller un peu dans notre approche diagnostique. Alors, premier élément dans ce papier, il rappelle qui dépister. Alors, il présente quatre situations classiques, hein. On va passer assez vite. L'adulte jeune avec une hypertension de moins de 40 ans, avec une indication de bilan d'HTA secondaire. L'hypertension avec une hypocalémie spontanée ou favorisée par les thiazidiques, avec un seuil qui met en tout cas à 3,5. On peut en discuter. L'hypertension artérielle résistante, où on rappelle la forte prévalence d'hyperaldostéronisme primaire, et puis l'hypertension associée avec une image surrénalienne, bien que ce soit peut-être pas la cause la plus fréquente, mais en tout cas, il considère qu'on doit faire un bilan dans cet axe. Et puis, il y a peut-être deux autres indications qui ne sont pas dans le tableau, qui sont un tout petit peu discutées, et qui sont dans d'autres recommandations. C'est le mismatch entre la sévérité de l'hypertension et l'atteinte d'organes, une hypertension pas forcément, qui semble pas forcément très sévère sur les chiffres, mais une atteinte d'organes importante. Et puis, on peut aussi discuter du dépistage chez les patients hypertendus et en FA, mais ils ne le mettent pas dans les tableaux de recommandations formelles. Ils le discutent un peu dans leur article. Alors, pour rentrer dans un peu, à mon avis, le point un peu original, c'est vraiment l'article est autour du dépistage et comment faire le diagnostic. Et donc, il pose des principes en disant, on rappelle des principes ou les met en avant en disant il y a trois signes cardinaux d'hyperaldostérisme primaire qui vont être utiles pour guider l'approche diagnostique, c'est-à-dire une production autonome d'aldostérone qui va supprimer la rénine plasmatique. Ça, c'est vraiment utilisé pour le diagnostic initial. Et puis pour la confirmation, une rénine qui est moins stimulable, par exemple après administration d'un IEC, ou alors l'absence de suppression de l'aldostérone par expansion volumique. Vous voyez que là, on va parler des tests de confirmation. Alors, il propose cette stratégie en quatre étapes classiques avec qui on doit screener, on en a parlé, une approche de détection, on va en parler tout de suite, une approche de confirmation, et puis après, une quatrième approche, une fois qu'on a fait le diagnostic, de typer le type d'hyperaldostéronisme primaire. Mais c'est plutôt les parties 2 et 3 qui sont peut-être un peu plus innovantes que le reste du papier. Donc, pour la détection et la confirmation, c'est vraiment une production autonome d'aldostérone supprimant la rénine plasmatique. C'est le principe qui guide leur approche, avec donc une étape en deux temps, détection et confirmation. Donc, détection, il réaffirme que le rapport aldorénine est le test de référence. Il propose des valeurs alors, en fonction du dosage d'aldostérone et puis d'activité rénine plasmatique ou de dosage de la rénine et en fonction des unités utilisées. Bon, après,
Chaque centre souvent refait ses seuils. Enfin, c'est ce qu'on a fait à Nantes. Nous, on n'a pas tout à fait les mêmes seuils, mais c'est adapté à notre kit de dosage. Ça, c'est plutôt classique. Et puis, il donne un certain nombre de recommandations. Donc, bien sûr, en premier, d'analyser le rapport aldol-rénine. C'est la mesure cardinale, avec une valeur minimale de rénine pour éviter les faux positifs de rapport élevé, qu'on utilise aussi souvent dans nos centres. Alors, pareil, la valeur n'est pas forcément adaptée à tous les dosages, mais ils font des propositions. Et puis, il rajoute, au-delà du rapport, de considérer les composants du rapport individuellement, c'est-à-dire l'aldostérone et la rénine. Et ils essayent de proposer des seuils, d'abord d'une rénine supprimée, avec des dosages en activité ou en dosage de la molécule. Et, donc et d'autant plus, ils disent ces seuils sont intéressants s'il y a des médicaments interférents qui sont plutôt censés majorer la rénine. Donc si on a des valeurs en dessous de ces seuils, c'est très en faveur d'une rénine supprimée. Et puis si on retrouve ce signe de rénine supprimée, quelle est la valeur d'aldostérone anormalement élevée en regard? Et il nous propose des nouveaux seuils. Donc une approche qui va au-delà du rapport. On regarde la rénine, si vraiment elle est supprimée, est-ce qu'on a une aldostérone qui est vraiment élevé en regard. Alors, cette approche pour les patients chez qui on arrête les médicaments, finalement, on ne sait pas si elle est nécessaire parce que probablement le rapport suffit souvent. En revanche, ils ont une grosse partie de leur papier qui parle des difficultés qu'on a au quotidien, hein, notamment sur les médicaments. Le rapport, c'est le test de référence, mais il est fortement influencé par les médicaments, les troubles ioniques, le rythme circadien, la position. Et bon, vous connaissez, je ne rappelle pas toutes les recommandations de dosage du rapport aldostérone-rénine en fonction du lever, de la calémie, des apports en sel, de la position assise et puis de l'arrêt des médicaments. Il rappelle juste dans le tableau les médicaments qui n'interfèrent pas ou interfèrent le moins possible avec les dosages, et puis mettre en évidence, et on va en reparler juste après, que certains médicaments font fortement baisser la rénine, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est les bêta-bloqueurs, la clonidine et l'aldomètre, et ils font augmenter le rapport. Ils mettent ces médicaments en avant parce qu'ils proposent une stratégie qui est centrée sur ça, et je vous montre ça tout de suite. Donc on sait qu'on a des problèmes chez certains patients, et alors les cardiologues en particulier, mais et d'autres aussi, hein, pour arrêter tous les médicaments parce que l'hypertension est sévère, parce qu'il y a des comorbidités qui font qu'on est très réticent à tout arrêter. Et donc ils proposent une stratégie d'arrêt des médicaments qui suppriment la rénine, donc les bêta-bloqueurs, la clonidine ou l'aldomètre. Donc souvent la question c'est la question des bêta-bloqueurs. Et puis, si les autres, on peut arrêter les autres médicaments, c'est la stratégie habituelle. Et si on ne peut pas arrêter les autres médicaments, donc en particulier les IEC, les ARA2, les diurétiques, eh bien, ils proposent d'adapter leur raisonnement avec cette stratégie. Si le rapport est élevé, euh, et ou s'il y a une rénine supprimée, là on est un peu coincé, il faut poursuivre une stratégie de dépistage un peu plus poussée. Et puis si la rénine n'est pas supprimée et le rapport non élevé, il considère que malgré le fait qu'on n'ait pas arrêté les médicaments, le dépistage est négatif et que donc on peut s'arrêter là et dire qu'il n'y a pas d'hyperaldostéronisme. Bien sûr, précaution dans le discours, hein, s'il y a une très forte suspicion clinique, on peut choisir quand même de poursuivre le dépistage, même si on n'a pas les éléments qu'ils indiquent ici. Voilà. Et donc, il propose cette stratégie avec ce schéma un peu compliqué en deux étapes, où on a enlevé les médicaments interférents. Donc là, c'est la stratégie habituelle, mais on ne les a pas enlevés et on essaye éventuellement de raisonner avec les éléments qui ne sont pas tout à fait clairs dans le schéma, mais qui sont bien expliqués dans le texte et je vous ai représenté à droite. Donc le test de confirmation, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est qu'il repose euh, plusieurs points. Le premier, que c'est idéalement, il faut faire un test de confirmation, c'est la règle, et idéalement sans traitement interférent, et qu'il n'y a pas un test qui est supérieur aux autres, ça dépend de l'expertise locale, de la disponibilité. Et il rappelle aussi que ces tests
ne sont pas de l'évidence-based médecine et qu'il n'y a pas de données de littérature suffisante à leur avis pour dire que voilà, ils sont 100% validés, ou il y en a un qui est 100% validé. Donc c'est des aides, mais ils considèrent qu'on n'a pas assez de données pour valider 100% les tests. Donc il y a quatre tests proposés qui sont les plus classiques, hein, le test de charge sodée, IV ou oral, l'utilisation de la fludrocortisone ou le test au captopril avec des éléments d'interprétation et puis les avantages et les inconvénients. Bien sûr, le test de charge sodée, bah, chez un insuffisant cardiaque sévère, ça peut poser problème, par exemple. Et puis les risques liés à l'utilisation des IEC dans les hypertensions potentiellement rénovasculaires ou le risque d'angioëdème, par exemple. Euh, il discute aussi, et je trouvais ça intéressant, c'est quand est-ce qu'on éventuellement on se passe du test. Alors il y a l'histoire du tableau typique du patient qui a tous les signes sur la détection, le rapport élevé, la dostérone élevée, l'hypokaliémie et tout ce qui va avec et pas d'autres diagnostics envisageables. Donc là, effectivement, et c'est un peu ce qu'on fait en clinique aujourd'hui, on ne fait pas forcément le test de confirmation. Euh, Dans le cas dont on a discuté de médicaments interférents, mais de rapports élevés et d'anomalies morphologiques surrénaliennes, il propose que le test soit non obligatoire. Ça, on peut en discuter, hein, mais bon, en tout cas, ils prennent position là-dessus. Et puis, ils discutent d'autres situations où on a laissé les traitements interférents. Et leur message, bah, on est un peu globalement embêté. Ce sera une discussion au cas par cas. Et il va falloir de toute façon élargir les explorations. Et donc, ils proposent de faire d'emblée l'imagerie abdominale pour vérifier s'il y a des arguments pour un hyperaldostéronisme sur l'imagerie surrénalienne ou s'il y a des diagnostics différentiels d'hypertension secondaire, de rajouter l'aldostérone urinaire des 24 heures en vérifiant que la natriurèse montre aussi des apports sodés suffisants. Et puis, de toute façon, ce sera une discussion au cas par cas. Et donc ensuite, les différentes étapes, je vais passer plus vite parce que je trouve que c'est voilà, c'est plus classique. Bien sûr, il faut faire une imagerie quand on a confirmé l'hyperaldostéronisme primaire. Ils mettent un peu en avant l'IRM, mais bon, ils considèrent que les deux tests sont équivalents. Bien sûr, on rappelle que des surrénales parfaitement normales morphologiquement n'excluent pas l'hyperaldo et puis que, eh bien, il faut dépister les candidats à la surrénalectomie et donc il faut faire un cathé des veines surrénales. Ensuite, on rappelle aussi sur le cathé des veines surrénales que l'indication, c'est des patients chez qui on a démontré l'hyperaldostéronisme, qui sont d'accord pour avoir une surrénalectomie si c'est indiqué, et bien sûr qu'on a déjà vérifié l'absence de contre-indication à l'intervention. Le traitement, c'est pareil, je vous note juste le sommaire, c'est assez classique. En cas d'hyperaldostéronisme unilatéral, il faut discuter la surrénalectomie. L'alternative, c'est le blocage minéralocorticoïde, avec en première ligne la spironolactone. Ensuite, discuter les plérénones avec une équivalence de dose qui est proposée. Et puis ensuite, l'amyloride qui peut éventuellement s'associer aux anti-récepteurs des minéralocorticoïdes ou éventuellement être une alternative. On rappelle de monitorer le iono et la fonction rénale et puis de titrer la spironolactone jusqu'à une dose qui permet de corriger l'accalmie et la pression artérielle. Éventuellement, il faut rajouter des médicaments en plus si la pression artérielle n'est pas contrôlée. Et puis, on rappelle également l'importance de bien contrôler les apports en sel. Ça, c'est assez classique. Donc, en conclusion, est-ce que c'est juste un papier de plus? Je dirais quand même plutôt non, parce qu'il y a une approche diagnostique, en tout cas proposée, et on va en discuter, c'est intéressant, qui va au-delà juste du rapport, avec la définition proposée de rénine supprimée ou d'allostéronie inadaptée. Ils ont fait l'effort de discuter des situations qui nous posent souvent problème avec les traitements interférents. Ils proposent qu'on essaye un peu de s'acharner à arrêter les médicaments qui suppriment la rénine essentiellement pour éviter probablement des faux positifs. Et c'est surtout le cas des bêta-bloqueurs. Et ils disent qu'on peut essayer de ne pas arrêter les IEC et les arrêts diurétiques si on est très embêté avec cet arrêt.
que si l'arénine n'est pas supprimée et le rapport non élevé, on peut considérer que le dépistage était négatif et que sinon, il faut essayer de poursuivre le dépistage. Et puis, dans les situations complexes, il propose un certain nombre d'examens complémentaires supplémentaires pour avoir une discussion qui sera de toute façon au cas par cas. Je vous remercie de votre attention.